Bonjour, je suis Pascal Gagné. Aujourd'hui, je vais vous parler du TAF et de la sexualité, des interventions qui sont disponibles aux parents et aux professionnels et quelques études de cas aussi pour mettre en pratique les acquis. Alors, je suis très excité de parler de ce sujet avec vous, qui est un sujet, on l'entend, assez difficile et peu discuté. Les comportements sexuels inappropriés sont assez fréquents, malgré le fait qu'ils ne sont jamais nommés en tant que tels ou qu'ils ne sont jamais abordés de la part des professionnels et des parents. C'est un enjeu qui est assez fréquent. On estime que le taux de prévalence est de 45 à 52 chez les adultes avec un TSAF, mais ça semble augmenter au cours de la vie, démontrant chez les enfants âgés de 6 à 11 ans que c'est de 39 de 42 à l'adolescence et même jusqu'à 65 chez les hommes adultes. Donc, si vous n'avez pas vu ou observé ces comportements dans vos familles, eh bien, il est probable que vous les observiez. Et donc, c'est de pouvoir prévenir afin de mitiger les conséquences et de pouvoir mettre en place un réseau de sécurité, une équipe de personnes qui soient capables de pouvoir mieux conseiller l'individu et de le protéger. Donc, les causes sous-jacentes au comportement inadéquat sont vraiment reliées aux troubles du spectre de la localisation fœtale. Donc, c'est un problème cognitif, neurologique, et ce n'est pas nécessairement des mauvaises intentions des individus. C'est parce que ceux-ci ont des troubles avec les fonctions exécutives ou avec les fonctions adaptatives, des problèmes de mémoire et de confabulation, de la dysmaturité, mais aussi des problèmes sociaux tels que la toxicomanie, les troubles de santé mentale et souvent des antécédents de maltraitance. Donc, les personnes avec un TSAF ont de la misère à planifier, à comprendre les signes verbaux, non verbaux de la part d'autres individus, ce qui fait que des non-dits, des attitudes ou des réactions émotionnelles ne sont pas nécessairement décodées comme telles. La peur, la colère, ça devient très difficile à comprendre et surtout négocier donc l'attirance sexuelle, le consentement. Si ce n'est pas extrêmement clair, ce n'est pas facile pour ces individus-là de pouvoir procéder. Et donc, si on regarde cet article du International Journal of Law and Psychiatry, ils ont fait un sondage afin de déterminer les perceptions des professionnels, des causes de la part des gens ayant commis des offenses, des actes de délinquance sexuelle. Et donc, l'impulsivité liée, dans le fond, au cerveau reptilien, la difficulté pour les personnes avec un TAP de contrôler leur pulsion et de faire preuve d'inhibition était vraiment l'un des problèmes principaux, de même que la dysmaturité et aussi lacunes au niveau des handicaps sociaux. Donc, pas des handicaps sociaux, mais des habiletés sociales, pardon. Donc, après fonction exécutive et l'incompréhension des causes et effets, qui encore là est un problème neurologique et non pas nécessairement un manque de volonté ou de vouloir se conformer à la loi ou à la bienséance. À ce moment, il n'existe pas d'approche certifiée sur la base de données probantes et c'est assez important de le savoir parce que on pourrait croire que certains programmes standardisés pourraient répondre à ces besoins, mais ils ne prennent pas nécessairement en compte la spécificité du staff et donc ils peuvent avoir des réactions qui ne soient pas nécessairement des réponses au programme qui ne soient pas nécessairement celles qu'on désire. Donc, il y a cet article de CanFSD qui dit « À l'heure actuelle, il n'existe aucune étude de recherche évaluant spécifiquement le traitement de la délinquance sexuelle ou les stratégies de prévention des rechutes adaptées spécifiquement au TSAF. Il est probable qu'il sera plus efficace d'adapter le traitement aux forces et aux besoins de l'individu que de recommander un programme standardisé. » Et donc, ces exemples de programmes-là, c'est la thérapie cognitivo-comportementale, par exemple, qui cherche à comprendre la relation cause-effet. Et ce n'est pas pour discréditer, en fait, le travail excellent que certains psychologues font, surtout en bâtissant une relation avec l'individu et en tentant vraiment de vulgariser certains concepts un peu abstraits pour l'individu. C'est vraiment seulement parce que la cause et la conséquence, ce sont des choses qui sont très difficiles pour les individus avec un TSAF à comprendre. Et donc, c'est de mettre l'emphase dans le traitement sur, en fait, une lacune chez les individus. Le modèle du risque, des besoins et de la responsabilité est souvent invoqué dans d'autres programmes,
où la responsabilité est en fait souvent négligée. Les professionnels vont regarder pour des facteurs criminogènes, par exemple, ceux qui sont identifiés dans le tableau en anglais, des attitudes criminelles, des associés criminels, l'usage de substances, une personnalité antisociale, la capacité à résoudre des problèmes ou la colère et la hostilité. Mais ces approches-là, encore là, ne prennent pas en considération nécessairement le TSAF. De même, certains spécialistes du traitement des comportements sexuels et des récidives vont parler d'un modèle de la bonne vie, donc la qualité de vie globale des criminels, pour essayer en fait de travailler avec ce qu'on a, puis d'essayer d'améliorer la situation dans l'ensemble plutôt que de vouloir corriger certains traits de personnalité. Et donc, cette approche-là a été critiquée parce qu'elle désensibilisait les criminels par rapport aux actes qui avaient été commis. Et donc, l'important, c'est de prendre en considération que ces approches non testées peuvent mener à la récidive s'il n'y a pas de recherche sur la base desquelles on s'appuie. On peut avoir des effets inverses ou pires que ceux qu'on désirait avant le traitement. Et donc, c'est de penser à ces effets néfastes qui pourraient être induits suite à une intervention qui empire en fait un comportement plutôt que de s'adresser à la cause sous-jacente qui est, dans ce cas-ci, le TSAF. Donc, mettre l'accent sur les forces, c'est le nouveau message, c'est la nouvelle approche. C'est celle qui est recommandée pour le TSAF. C'est souvent difficile à comprendre parce que les gens vont reconnaître certaines forces, certaines qualités, et tout d'un coup, les défauts, les problèmes ou les comportements vont revenir à l'avant-plan, mitiger un peu les plans ou les efforts de valoriser l'individu, de lui redonner de l'estime de soi. Donc, une approche qui met l'accent sur les forces va regarder un comportement et tenter de voir comment, à partir de ce comportement-là, on peut améliorer la situation. Donc, si un enfant ou un adolescent a eu une expérience sexuelle précoce ou désagréable, on peut dire, ben, c'était une première expérience. Est-ce qu'elle était plaisante? Est-ce qu'on peut travailler ensemble à améliorer cette situation-là pour que la prochaine fois, ce soit encore meilleur? Tu es vraiment doué pour te faire des amis. Parfait, mais travaillons à se faire des bons amis. Donc, même si tu as été intime avec quelqu'un que tu ne connaissais pas, tu as eu l'attention, ça l'a provoqué des réactions, mais est-ce que c'était vraiment les bases solides d'une amitié sincère et réciproque? Donc, c'est ce genre de choses qu'on travaille. Tu as hâte de grandir et d'avoir une famille, tu ne veux pas attendre avant d'être stable, d'avoir un emploi, une maison, tu veux avoir des enfants maintenant, eh bien, voici ce que ça signifie d'être parent et voici, c'est bien d'être une personne qui veut avoir des responsabilités. Et donc, comment peut-on travailler là avec ça, avec ce désir d'avoir une famille, ce désir d'être responsable et pouvoir transformer la situation entre une situation qui est malheureuse en une situation qui est optimale. Les interventions adéquates vont mettre l'emphase sur l'empathie, évidemment, et la patience, la prévention. Donc, une intervention précoce, un diagnostic de SAF, les recherches confirment que cela fait un effet à long terme. Ça permet une reconnaissance du handicap et aussi de mettre en place des stratégies qui vont mitiger certains effets négatifs. La psychothérapie développementale dyadique est vraiment recommandée pour les personnes avec un trauma. Les histoires sociales et autres techniques visuelles, comme les pictogrammes ou la technique saccade pour les autistes, ça permet vraiment de faire une différence. Ça permet aux gens de comprendre les scénarios sociaux, mais sans nécessairement être confrontés aux gestes ou aux actes qui ont été faits et qui sont inadéquats. Donc, souvent de voir sur un dessin ou sur une petite histoire le script de la routine ou de l'interaction sociale qu'on veut enseigner, ben, c'est moins confrontant. Comme dans tous les cas, une approche de réduction des méfaits est privilégiée. On va préférer ça à une approche de l'éducation sexuelle qui, par exemple, mettrait l'emphase sur l'abstinence. C'est un peu irréaliste de penser qu'on va réprimer la sexualité. Elle risque juste de ressortir 1000 fois plus intense. Et donc, une approche de réduction des méfaits, tant pour la drogue que pour la sexualité, que pour des comportements, est, selon moi, plus appropriée.
Enfin, il est possible de consulter avec un docteur ou un médecin spécialiste pour certains médicaments comme des antidépresseurs, naltrexone, un stabilisateur d'humeur, anti-androgène. Mais évidemment, il faut faire très attention parce que ça doit être prescrit, ça ne peut pas être automédicamenté. Il faut que le médecin soit conscient des autres médications du patient. Il faut aussi prendre en considération que les gens avec un SAF vont réagir fortement aux médications, donc souvent il y a des effets inverses. Et donc, c'est mieux de commencer plus lentement et plus doucement, avec des posologies plus faibles, pour prévenir certaines réactions. Des réactions qui ne seraient pas adéquates ou inadéquates en tant que telles, c'est celles qui ne tiennent pas compte du handicap. Donc, lorsqu'il y a une absence du diagnostic et qu'on pense appliquer certaines mesures en faisant fi des forces et faiblesses de l'individu. Quand on néglige les symptômes du SAF, parce qu'évidemment, chaque individu est différent et donc certains vont avoir d'excellentes fonctions adaptatives et d'autres vont avoir plus de difficultés. Certains vont avoir une excellente compréhension et maîtrise du langage et d'autres auront plus de difficultés avec le langage. Et donc, certains auront des problèmes sensoriels et d'autres moins exacerbés. C'est ça qu'il faut prendre en compte et ça affecte les interventions parce que certaines des causes sont différentes au comportement. Les interventions traumatiques ne sont pas appropriées, mais elles sont parfois requises. Donc, séquestration, rupture de la famille ou incarcération. Pour des raisons de sécurité, des fois, c'est nécessaire, mais c'est sûr que ce n'est pas optimal et évidemment, on essaie de ne pas être en mode réaction, mais en mode prévention. Mais des fois, il le faut. Et ces interventions-là, s'il y a eu un travail préalable de familiarisation avec le système de la justice, s'il y a un rapport ou une relation qui est établie avec un agent de police auparavant, bien, ça va être une intervention qui va être positive et pas nécessairement traumatique. Et c'est ça qu'on veut viser. Enfin, des mesures strictement punitives qui met un focus, qui focalise sur la culpabilité, le crime ou les sanctions sont souvent contre-productives parce que l'individu peut avoir des problèmes de mémoire, oublier qu'ils ont commis tel ou tel acte ou confabulé et se souvenir d'une situation tout à fait différente. Et donc, ça ne va pas nécessairement aider la personne avec le TSAF à apprendre et à devenir plus responsable. Donc, j'ai mentionné la nécessité d'anticiper les situations difficiles, donc supervision en ligne, supervision en personne, utilisation de la technologie. C'est mieux vraiment de ne pas mettre la personne dans une situation où elle serait vouée à l'échec en lui faisant confiance quand, évidemment, elle n'a pas toutes les ressources, tous les moyens et tous les appuis pour réussir. Donc, ça, par exemple, c'est si quelqu'un a une force qui sont très bons avec les jeunes enfants, ce n'est pas de les laisser nécessairement seuls avec eux parce que si eux supervisent les enfants, mais qui va les superviser eux? Donc, j'avais une famille, par exemple, avec laquelle je travaillais. J'avais recommandé de ne pas. Le jeune avait eu un emploi dans un camp d'été et j'ai dit, c'est peut-être pas la meilleure idée. Je ne recommande pas nécessairement d'aller là. L'éducation sexuelle correspondant au développement. Donc, souvent, il y a un décalage entre l'âge réel, l'âge chronologique et l'âge développemental. Donc, ce n'est pas parce qu'on a nécessairement 17 ans qu'à l'intérieur, on se sent prêt à affronter la vie. Et au niveau de la maturité, il y a beaucoup de personnes avec le TSAF qui sont moins matures qu'elles devraient l'être sur certains plans de leur personnalité. Ça varie, encore une fois, selon les individus, mais c'est à prendre en considération. Et donc, selon le stade de développement des individus, certains peuvent être plus curieux par rapport aux parties intimes, même s'ils sont beaucoup plus âgés que développementalement, ce n'est pas approprié à leur âge. Donc, c'est de prendre l'individu où il est et de commencer avec une éducation sexuelle qui ferait d'abord l'explication des parties intimes, puis ensuite des relations sociales, qu'est-ce que l'intimité, qu'est-ce qu'un ami, qu'est-ce qu'un amant, qu'est-ce qu'une amante, qu'est-ce qui est un amoureux, une amoureuse. Et donc, éventuellement, aller aux pratiques sexuelles, donc pénétration, coït, protection, etc., etc. Donc, certains de ces exercices d'éducation sexuelle peuvent enseigner l'espace personnel et les cercles de sécurité, comme avec les techniques chez les autistes, par exemple. On va dessiner des cercles et on va montrer ça, c'est l'espace personnel et ça, c'est en dehors de l'espace personnel. Les zones qui peuvent être touchées, comme les mains, c'est assez sécuritaire. Ça, c'est vert, ça, c'est jaune, rouge, et donc la poitrine, c'est rouge, les organes génitaux, c'est rouge.
à moins qu'il y ait un consentement. Et donc, toujours être explicite sur les notions de consentement et de rapport sexuel parce que tout ce qui est langage abstrait ou figuratif ne sera pas compris. Quand on pratique les scénarios sociaux ou le consentement, il y a David Boulding dans les règles pour la sexualité et le TAF qui disait toujours, il faut dire à voix haute. Donc, je voudrais avoir du sexe avec toi. Est-ce que tu voudrais avoir du sexe avec moi maintenant? Oui, non. Alors là, c'est correct. Et donc, d'enseigner aussi que c'est pas parce que quelqu'un dit oui qu'il ne se réserve pas nécessairement le droit de dire non plus tard. Et donc, c'est ces choses-là qui doivent être très claires, dites à voix haute pour éviter toutes sortes d'ambiguïtés ou de quiproquos. Donc, mettre en place des mesures de sécurité, il y a des cartes de sécurité et d'urgence que les individus peuvent avoir sur eux en tout temps si jamais ils ont des démêlés avec la justice ou même un bracelet médical-alerte. Il y a l'inspecteur de police Jamie Dunlop qui avait créé ça pour, puisque son fils était autiste et il est inquiet que les forces policières judiciarisent certains des comportements. Et donc, ça a été étendu aux personnes avec le TAF et c'est très conseillé, dans le fond, de joindre ce programme-là. Donc, lorsqu'on répond aux situations difficiles, puis qu'il y a quelque chose, un comportement extrêmement difficile à gérer, c'est sûr qu'on va avoir tendance à vouloir pleurer ou crier et c'est très normal. Mais il faut se souvenir que les individus avec un TAF répondent par effet miroir. Donc, l'affect qui va être performé va correspondre à l'affect observé. Donc, si vous criez, ben, la personne va crier. Donc, je privilégie, dans le fond, une approche qui maintient la communication d'une manière plus factuelle et donc moins émotive, ne serait-ce que pour sortir de cette situation et après reconnaître que ces émotions-là sont tout à fait légitimes. Donc, les parents doivent rester calmes dans la mesure du possible durant l'intervention. Souvent, sinon, ça traumatise pour les deux parties. Les professionnels doivent veiller à ne pas juger les autres. En fait, dès qu'il y a un comportement très difficile ou qui est observé, c'est bien d'aller chercher de l'aide, du soutien professionnel immédiatement après avoir vécu une expérience traumatisante et de ne pas attendre trop tard. En fait, les recherches confirment que les parents ou les proches qui minimisent les actes, les comportements difficiles ont tendance à les encourager les jeunes à faire des récidives. Et de plus, ça n'encourage pas à étiqueter le comportement. Donc, il n'y a pas de responsabilité, il n'y a pas de stratégie mise en place et il n'y a pas de processus de guérison. Donc, ça devient un traumatisme et il n'y a pas de deuil qui est fait. Donc, pour toutes ces raisons, c'est mieux d'étiqueter les comportements tels qu'ils le sont pour pouvoir y répondre adéquatement. Les interventions devraient être concrètes, répétées, approuvées et appuyées par des professionnels qui ont une expertise clinique et des connaissances sur le TAF, évidemment, parce que certaines solutions ne répondent pas nécessairement aux bons problèmes. Ce n'est pas nécessairement les bonnes causes sous-jacentes au comportement. On peut se tromper ou être, être focalisé sur les mauvais éléments lors d'un traitement, d'une intervention. Donc, maintenant, on va commencer à parler des scénarios. L'un des scénarios les plus probables, en fait, d'observer, c'est la masturbation en public. Donc, Tom, 15 ans, s'est touché pendant le dîner sous la table. Ses parents le remarquent pour la première fois quand il reçoit de la visite. Et donc, Tom n'a probablement pas compris la différence entre un espace public et un espace privé. Qu'est-ce qui est sa chambre ou qu'est-ce qui est le salon ou la différence entre son salon et le salon d'un ami ou la différence entre un salon et une salle à manger. Donc, pour toutes ces raisons, c'est simplement de demander à Tom de venir vous aider dans la cuisine immédiatement à préparer le repas, trouver une excuse et donc expliquer à Tom que le comportement est privé puis que le dîner, c'est une situation publique. Donc, diffuser l'attention avec le groupe, puis simplement expliquer que vous enseignez à Tom comment se comporter quand il y a beaucoup de gens autour et que, dans le fond, il est en processus d'apprentissage. Et donc, c'est vrai. Et si vous remarquez qu'il y a une fixation, accompagnez Tom dans sa chambre, il pourra réintégrer le groupe quand il aura terminé son activité. Donc, s'il est puni, il ne peut pas revenir, il va être stigmatisé. C'est vraiment que Tom comprenne, en fait, que c'est approprié dans sa chambre, mais pas là, et d'encourager, dans le fond, les bons comportements. Si Tom est allé dans sa chambre, mais c'est un bon comportement. Bon, peut-être que le dîner est interrompu, mais c'est mieux que Tom
se masturber dans sa chambre que durant le dîner. Donc, avoir un code pour les comportements inappropriés entre parents, c'est toujours bien pour gérer les dynamiques de groupe plus fluidement. Il faut s'entendre à l'avance sur qui fait quoi quand ça va se produire. Et c'est là l'importance pour tant les personnes et les parents et les professionnels de pratiquer à l'avance ces choses-là. Donc, enseigner à Tom ce qu'il faut faire dans les espaces publics ou privés. Vous pourrez aussi consulter un ergothérapeute de confiance parce que c'est très probablement relié à des enjeux sensoriels sur certains tissus ou certaines sensations, odeurs. Et donc, ça risque d'aider beaucoup cette expertise-là. Un autre scénario, c'est la promiscuité sexuelle. Donc, Adrienne, 13 ans, veut des vêtements, mais elle ne peut pas se les payer. Alors, elle va engager avec des relations sexuelles avec des étrangers en échange de cadeaux ou d'argent. Donc, dans ce cas-là, on demanderait à Ariane de vous expliquer, dans le fond, pourquoi elle veut certains vêtements, pourquoi elle en a besoin, puis pourquoi elle en a besoin autant, aussi rapidement maintenant. Puis, rassurez-la, dites-lui que vous êtes là pour l'aider si elle veut certaines choses. Il faut lui expliquer c'est quoi les relations saines, puis comment se protéger. Donc, répéter tous les 2 jours pendant 6 mois. Idéalement, là, vous choisissez un moment dans son horaire, puis vous adressez ces questions-là de manière répétée là, pour être sûr que ça soit bien intégré. Donc, il faut la superviser quand elle sort. Ses parents peuvent demander à quelqu'un d'autre que de conduire Ariane où elle le désire si elle ne veut pas sortir avec eux. Puis la personne pourra devenir une personne de confiance, acheter quelques items avec elle, puis ça va être une autre figure, une troisième personne pour l'encadrer. Donc, assurez-vous qu'Ariane ait accès à des moyens de contraception, surtout ceux à long terme. Hein, la pilule, elle risque de l'oublier. Donc, considérez d'autres options comme stérilet mais c'est bien qu'il y a des condoms en quantité. Et donc, enseignez-lui non seulement les risques liés aux relations sexuelles non protégées, mais aussi aux conséquences légales de la prostitution, parce que le comportement, peut-être qu'elle ne le perçoit pas comme ça, mais ça a des conséquences. Donc, faire appel à des travailleurs sociaux de confiance, des policiers, des agents correctionnels ou à des enseignants afin d'établir du conseil et des soutiens. Évidemment, vous n'êtes pas seul là-dedans. Vous voulez avoir une équipe autour de vous afin de pouvoir encadrer ces comportements-là. Le scénario numéro 3, les fétichismes. Zachary, dans la vingtaine, vole les chaussures de ses petites sœurs et se masturbe avec celles-ci. Ses parents s'en sont aperçus quand sa petite sœur s'est plainte que ses chaussures étaient mouillées. Donc, il faut expliquer à Zachary le concept de limite personnelle, puis préciser que le sexe avec des frères et sœurs ou leurs effets personnels est interdit. Donc, peut-être qu'il ne savait juste pas qu'il n'y avait pas de mal effet parce que c'était pas touché à une personne. Et donc, il faut expliquer ce concept qui est assez abstrait de limite personnelle. Souvent, les jeunes avec le TSAF, à cause de ça, vont avoir la misère avec le concept de propriété. Ils vont prendre des choses quand ils les veulent à l'école ou dans le magasin et ça va être comme du vol. Mais c'est vraiment juste parce que c'est trop abstrait. Ce qui est à moi, ce qui est à toi, alors que c'est immédiatement présent. Si Zachary a un fétiche et qu'il est fasciné par les chaussures, une approche de réduction des méfaits vous dirait tout simplement aller en acheter. Aller en acheter, comme ça, ce n'est pas les chaussures de ses petits frères ou ses petites sœurs. Même chose avec les petites culottes ou autres objets comme ça. Si c'est avec ses sœurs qu'il est obsédé, il faudrait superviser toutes les interactions entre frères et sœurs et minimiser le temps qu'ils passent ensemble. Puis là, de présenter Zachary à des nouvelles personnes pour qu'il focalise sur autre chose. Souvent, le fétichisme, c'est une manière de remplacer à travers un objet une relation brisée. Donc, l'objet permet de se substituer à la chose. Je vous dirais de consulter un psychothérapeute ou un sexologue de confiance pour traiter ensuite la compulsion et d'arriver à détourner l'attention du fétiche vers autre chose et de bâtir des relations avec d'autres personnes. Scénario 4, qui est l'inceste. Donc, un matin, vous découvrez que les beaux-frères Marc, André et Jérémy ne dorment pas dans leurs lits superposés respectifs. Ils dorment mieux ensemble, il y a une forte odeur corporelle provenant des draps. Donc, là, vous expliqueriez à Marc-André et Jérémy qu'ils ne devraient pas être dans le même lit, que leur vie de famille est intime, mais que l'intimité sexuelle entre frères et sœurs est interdite. Donc, c'est peut-être simplement juste la curiosité qui est assez normale. C'est seulement qu'on ne doit pas encourager cette curiosité-là entre frères et sœurs. Et souvent, quand on a des familles avec des individus qui ont le TSAF ou d'autres handicaps,
il y a un grand stigmate, il y a des grands besoins des fois et c'est plus difficile de maintenir un grand réseau d'amis et de proches. Et donc, on est toujours ensemble. Et dans ce temps-là, ben, ça accentue ce genre de comportement-là parce qu'on a toujours un besoin de connexion, d'intimité et on fait avec ce qu'on a. Et donc, il faut expliquer le consentement, les relations saines, l'homosexualité et les rapports sexuels protégés. Puis, il faut s'assurer vraiment que les enfants comprennent ces notions et que ça soit bien acquis et vérifier s'il y a eu de la pression de la part d'un des frères envers l'autre. Donc, pour savoir si c'était simplement de la curiosité ou si ce n'était pas un viol. Envisager d'avoir une disposition différente des chambres, superviser le temps et les interactions en famille. Puis, vous pouvez même installer des capteurs de mouvement dans la pièce la nuit pour être averti immédiatement s'il y a des mouvements dans les chambres. Donc, présenter Marc-André et Jérémy à de nouveaux amis groupes sociaux. Leur attention doit être recentrée sur d'autres personnes. Encore là, c'est d'élargir les horizons et de favoriser des contacts sécuritaires et supervisés avec d'autres personnes. Puis, je vous dirais enfin de consulter un psychothérapeute, sexologue de confiance, considérer les antécédents de traumatisme et d'abus sexuels. Ça peut être très, très probable si c'est des enfants qui ont eu un historique d'abus dans des familles biologiques ou en famille d'accueil. Donc, selon l'évaluation de la situation, vous devriez faire participer à la Société d'aide à l'enfance et consulter votre avocat. Donc, sexualité précoce. Vous recevez un appel téléphonique de l'école parce que votre fille récemment adoptée, Danielle, 8 ans, a eu des relations sexuelles avec un autre ami de l'école. Lorsqu'elle est confrontée à la situation, Danielle fait des offres sexuelles aux enseignants et à vous-même afin de ne pas se faire chicaner. Et donc, là, je vous dirais encore une fois, probablement maltraitée dans son ancienne famille. Elle doit comprendre qu'elle est en sécurité avec vous. Donc, surtout avec les familles d'enfants adoptés, on va parler de sécurité avant de parler d'amour. Et c'est un peu étrange, mais c'est difficile de se concentrer sur les liens d'attachement si la personne est en mode de défense et en survie. Donc, certains enfants qui ont été adoptés sont en mode survie. Ils ne sont pas encore prêts à parler d'amour. Et donc, dans ce cas-ci, le mécanisme de défense, c'est peut-être la sexualité pour avoir de l'attention, de la protection. Daniel devra suivre une thérapie axée sur le traumatisme, consulter avec un psychothérapeute de confiance, impliquer les travailleurs sociaux et la société d'aide à l'enfance de manière préventive. Donc, même si c'est des événements traumatisants, c'est toujours mieux de donner un avis en fait au personnel qui sont les plus experts et les plus à même de vous épauler dans ces situations-là et qui en ont vu d'autres. Expliquer à Daniel les bonnes pratiques sexuelles, c'est-à-dire qu'une relation sexuelle devrait être sûre, agréable, intime, consensuelle entre idéalement des partenaires du même âge ou adultes et généralement quand ils sont prêts. Réprimander explicitement toute avance sexuelle de Daniel. Donc, il ne faut pas détourner, il ne faut pas ignorer, il faut vraiment transformer ça en moment d'apprentissage et de mettre des frontières très claires sur les comportements appropriés et non appropriés. Il faut expliquer en fait que c'est un comportement inapproprié parce que ce n'est pas évident nécessairement pour Daniel. Il faut insister sur la sécurité, les façons dont vous pouvez répondre à ses besoins, puis entamer un dialogue avec le personnel de l'école pour s'assurer que tous les élèves sont en sécurité et pas juste Daniel, mais les autres aussi. Donc, harcèlement et voyeurisme. Donc, imaginons Mélanie, très curieuse de connaître d'autres corps, et elle regarde, elle joue à coucou et elle regarde en dessous des portes des salles de bain de la bibliothèque publique. Donc, dans cette situation-là, fournissez plus d'informations sur les parties du corps à Mélanie. Peut-être qu'elle est simplement curieuse de savoir à quoi les parties du corps d'autres personnes ressemblent. Si c'est nécessaire, donner plus de détails. Écoutez les questions qui vont vous être posées. Mélanie va vous poser des questions et vous allez être plus à même de la guider vers les informations qu'elle cherche d'une manière appropriée. Expliquer la différence entre les espaces appropriés et inappropriés pour être nus. Donc, expliquez-lui que les gens n'aiment pas être vus nus à moins qu'ils ne soient d'accord. Puis, il faut encore expliquer le consentement et le pratiquer. Vous pouvez répéter avec Mélanie et pratiquer un jeu dans différents contextes. Est-ce que c'est approprié ou c'est inapproprié? Donc, répétez dans différents endroits, puis assurez-vous que vraiment ce soit tous les endroits où ce serait très probable que Mélanie soit confuse, puis qu'elle ne respecte pas ces frontières de l'intimité-là.
puis de pratiquer dans vraiment plusieurs endroits, plusieurs contextes, plusieurs moments différents, parce que tout ça, ça influe sur la capacité de rétention. Scénario de pédophilie. Martin, 28 ans, garde les filles de son voisin, 7 et 8 ans. Un jour, les parents reviennent à la maison et le trouvent tout nu avec les enfants. Et donc, encore là, peut-être que Martin était simplement curieux à propos des parties du corps, était en mode curiosité et n'avait pas nécessairement des mauvaises intentions. Mais dans tous les cas, c'est important de faire intervenir la police pour ce genre de situation-là. Absolument, vous ne pouvez pas vous en échapper. Martin ne devrait pas être autorisé à être en présence d'autres enfants sans supervision et il devrait recevoir une éducation une éducation sexuelle adaptée à son développement selon où Martin en est avec sa maturité. Il devrait se joindre à des groupes de soutien pour les pères qui sont pertinents, probablement ceux qui sont adaptés au TSAF ou avec d'autres jeunes qui ont eu des situations similaires. Apprendre à mettre en pratique les habiletés sociales avec des personnes de son âge, donc de son âge ou plus âgé. Toute la famille du voisin, idéalement, devrait participer à des séances de thérapie, hein, c'est quand même traumatisant. Puis Martin va probablement devoir consulter son avocat parce qu'il va probablement avoir une poursuite contre lui. Pornographie juvénile. Donc, Elisabeth remarque sur son nuage iCloud que sa fille, Émilie, 12 ans, envoyait des photos d'elle-même nue à son camarade de classe. Et là, il y a beaucoup de parents qui pensent que ça ne leur arrivera pas ou qui sont un peu surpris de voir ça sur leur iCloud, mais c'est une bonne chose parce que vous êtes au courant, en fait, que ça a eu lieu. Et même si ça, ben, c'est de la création de matériel pornographique juvénile qui a été distribué, c'est mieux que vous soyez au courant que de ne pas le savoir. Ça pourrait être un jeune de la classe, en quel cas vous voulez parler aux parents de ce jeune-là, mais ça pourrait être aussi un adulte. Et là, c'est encore plus problématique. Émilie, évidemment, n'aura plus accès à son téléphone, sauf avec supervision. Elle pourrait également avoir accès à un téléphone, mais qui n'a pas de caméra, un vieux téléphone flip, ou désactiver la caméra. On connaît une famille que la mère a cassé la caméra sciemment du téléphone de son enfant pour lui éviter ce genre de problème. Donc, Elisabeth va détruire les photos sur un cloud, mais consultez vraiment un spécialiste en technologie, en sécurité Internet. Des fois, ils vont conseiller le contraire de les garder pour aviser la police. Elle va ajouter des restrictions parentales sur les sites web fréquemment consultés. Et donc, je vous dirais, on essaie de toutes les prévenir, mais il y en a toujours d'autres et c'est important de vérifier l'historique justement pour être au courant de tous les sites navigués au fur et à mesure. Elisabeth va enquêter à savoir à qui les photos vont être envoyées et là, si, dépendamment de à qui ça a été envoyé, c'est là où est-ce que ça peut devenir important d'avoir des preuves de ces échanges-là. Le leurre d'enfants en ligne. Donc ça, c'est Joseph, 19 ans, passait toute sa journée sur les forums Internet. Ses parents découvrent qu'il sollicite des photos nues de jeunes enfants âgés de 11 à 12 ans et qu'il fait de la vidéoconférence avec eux. Donc, évidemment, Joseph n'aura pas accès à son ordinateur, téléphone intelligent, tablette ou tout autre appareil sans fil, sans supervision. Ses parents vont avoir des restrictions parentales sur les sites web. Ils vont utiliser des minuteries pour contrôler quand il peut accéder à l'Internet, disons entre 3 heures d'après-midi et 5 heures. Ils peuvent appeler leur fournisseur d'accès Internet pour obtenir de l'aide. Encore une fois, ils vont faire appel à un service de consultant spécialisé en informatique. Puis, ils vont impliquer la police de manière proactive pour faire un encadrement. Donc, Lucie, 16 ans, se chicane beaucoup avec sa famille, n'a pas d'amis. Un jour, elle se lie d'amitié avec un inconnu sur les médias sociaux. Il l'invite chez lui et elle prétend qu'ils sont un couple après une semaine seulement. Elle ne veut pas rentrer chez elle. Alors, Lucie est probablement une victime de trafic humain. Il y a aussi la possibilité d'invasion de domicile et dans le fond, il faut inciter que Lucie rentre chez elle dans la mesure du possible, tout en tenant compte que c'est le 16 ans, elle a des droits, puis elle peut refuser de rentrer à la maison. Il faut appeler la Société d'aide à l'enfance de manière préventive. Elle peut être impliquée, ils sont souvent présents même de 17 à 18 ans dans certains groupes de travail. On va pouvoir encadrer la famille et les professionnels. Donc, à Ottawa, par exemple, il y a le Ottawa Crime Prevention, prévention du crime Ottawa, qui s'occupe de ça, et donc différents groupes dans différentes régions. Mais l'idée, c'est que
ces intervenants-là vont travailler avec l'individu pour l'encourager à délester ces relations-là. Souvent, les gangs de rue vont valoriser à travers les médias sociaux des gens qui sont isolés, leur redonner confiance en eux, en les valorisant à travers des actes de prostitution. De la même manière, les gens qui vont qui ont été victimes d'une invasion de domicile ne reconnaîtront pas que c'est une invasion parce que ça va être des proches, de la famille, des amis, sans se rendre compte en fait qu'ils sont manipulés pour avoir un logement gratuit ou même de l'argent en échange d'extorsion. Donc, plusieurs ressources en éducation sexuelle, le sexe et moi.ca, Tel Jeune ou le guide de Cathy. Je recommande en fait d'utiliser toujours des outils qui sont extrêmement concrets. Donc, ne pas parler de banane avec des condoms, mais vraiment dire un pénis c'est un condom. Si on prend une banane, ben, ça ne va pas nécessairement être acquis parce que ce n'est pas assez concret. Donc, des fois, d'avoir quelque chose de visuellement très clair, une photographie ou un dessin explicite, c'est mieux en fait que d'utiliser des métaphores comme un petit bout de chou. Et pour toutes ces raisons, le matériel qui est créé par les parents et les intervenants et qui est adapté aux personnes, que ce soit des histoires sociales ou des pictogrammes, est souvent plus efficace. Dans tous les cas, la pratique, la répétition, la supervision et l'encadrement et la prévention sont les meilleures approches et ça exige d'être assez patient et assez, assez fort. Évidemment, ce n'est pas des comportements qui sont faciles à gérer. C'est sûr que c'est très difficile et très traumatisant, mais la meilleure façon de s'en sortir, c'est avec la compassion et d'être capable de monter une équipe autour de soi pour pouvoir encadrer la personne et la mettre en situation de réussite plutôt qu'en situation d'échec. Il ne faut pas ignorer les problèmes, mais il faut les adresser tels quels. Il faut pouvoir être capable de mettre un mot sur les gestes qui ont été commis. Et c'est la meilleure étape, la meilleure façon de guérir et de pouvoir grandir et prendre responsabilité. Alors, je vous remercie beaucoup. Vous pouvez consulter certaines ressources en ligne. Il y en a quelques-unes qui sont disponibles, qui ont été publiées récemment. Évidemment, la recherche sur le TAF est naissante. Elle est tout à fait nouvelle et je vous invite à vous renseigner davantage sur le sujet. Bonne journée.